Bonjour tout le monde, bienvenue. Normalement, Oui, je t'entends. Ouais. vous devez nous entendre, si tout va bien. Est-ce que vous pouvez confirmer dans le chat que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien avec Sébastien, qui est l'intervenant du jour? Merci beaucoup, Elisabeth. Bienvenue. Merci, Céline. Bonjour, Michel. Parfait. Moi, je crois qu'on est bon. On est prêt, Sébastien. Ouais. Je vais faire une rapide introduction et ensuite je te laisserai la parole. Donc, c'est un webinaire aujourd'hui qui va durer 1h30, comme d'habitude pour les webinaires avec Groupama Ganvi. Donc, moi, je m'appelle Arthur Catani, je suis cofondateur de la société Goldmap. On est une société spécialisée en prévention santé et en qualité de vie au travail. Et donc, on a le plaisir d'animer en collaboration avec Groupama Gan des webinaires toute l'année sur différents sujets bien-être. On a déjà couvert, je ne sais pas si vous étiez là sur les précédents, on a déjà couvert différents sujets, l'alimentation, le sommeil, la lutte contre la sédentarité. Donc, notre focus, c'est toujours la santé individuelle et comment elle peut potentiellement impacter les performances des entreprises. Le sujet du jour, c'est la gestion du stress et des émotions en entreprise. Et donc, pour animer ce webinaire aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement Sébastien Dupont. Sébastien est ancien référent de la préparation mentale au sein de l'armée de l'air. Il est formateur, expert en technique d'optimisation du potentiel et spécialiste de la gestion du stress et du sommeil. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On est assez nombreux, donc on prendra les questions à la fin. Et puis voilà, moi je reviens pour la partie questions-réponses, Sébastien, et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Arthur et bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir. Alors effectivement, moi j'avais déjà animé pour Gan le sommeil. Alors, je ne sais pas si vous étiez présent, ça devait être au mois de février ou mars peut-être, quelque chose comme ça. Et on se retrouve donc pour à peu près 1h30 de présentation des mécanismes du stress où l'idée c'est que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne et puis je vais vous faire partager quelques petites expériences, si vous le voulez bien, quelques petites expériences sur des outils tout simples à remettre en place. Alors la gestion du stress, ça passe par des comportements déjà, et puis aussi par une approche un petit peu plus cognitive aussi, c'est-à-dire mode de perception. Alors je vois que Myriam me dit écran noir et ça mouline et pas de son. Juste Arthur, si tu es encore là, si tu as la possibilité de me confirmer que de ton côté tout va bien, pour savoir si ce n'est pas un cas isolé. Ou si dans la ligne de chat, avant que je partage, bon, ça a l'air d'aller. Ok, merci. Eh bien, écoutez, j'espère dans tous les cas, et désolé pour Myriam, j'espère que vous allez pouvoir rapidement régler ça. Je vous conseille de passer sur un navigateur le plus récent possible, un type Chrome ou des choses comme ça. Voilà, on va rapidement commencer, histoire de passer tout de suite un peu de théorie et surtout pas mal de pratique. Mon idée, c'est de vous faire vivre un peu des expériences aussi. Et que vous sortiez de là avec des outils et pas seulement savoir comment ça marche. Donc voilà, si vous avez des questions, moi je n'aurai pas accès au chat pendant toute la conférence, donc si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans la ligne de chat, et puis on se gardera au moins 10 minutes, un quart d'heure à la fin pour répondre à toutes vos questions si toutefois vous en aviez, ce sera avec plaisir dans tous les cas que je tenterai de répondre à vos questions. Voilà, donc je vais commencer mon partage d'écran. Hop. Tac. Et puis, je vous souhaite une bonne petite conférence en espérant que vous ayez quelques réponses à vos questions. Alors, écoutez, voilà, je m'appelle Sébastien Dupont, comme Arthur vous l'a dit. J'ai été pendant quelques années le référent des techniques de préparation mentale de l'armée de l'air, et ce qui m'amène aujourd'hui à présenter, j'ai envie de dire pour les entreprises, la gestion de l'invisible. C'est-à-dire, qu'est-ce qui conditionne les niveaux de performance en entreprise? Ça va être la gestion du stress, ça va être la gestion des niveaux de fatigue, l'amélioration de la qualité du sommeil, la facilité à prendre des décisions, la qualité relationnelle, tout ce qu'en fait qui ne se voit pas, c'est-à-dire la face immergée de l'iceberg, qui conditionne la face émergée de l'iceberg. On parle souvent de la structure de surface et de la structure profonde. La structure profonde, c'est toutes nos émotions, c'est nos pensées, c'est notre niveau de fatigue, etc. Et puis, la structure de surface, c'est tout ce qu'on est capable de voir, c'est-à-dire les comportements, tout ce qu'on est capable d'entendre aussi, la façon dont on parle, etc. Et puis, on dit souvent que la structure de surface est un reflet de la structure de fond. Alors, on va s'intéresser à la structure de fond, justement, c'est-à-dire, oui, un peu le bien-être, mais qui impacte la structure de surface, c'est-à-dire la performance. Moi, je fais vraiment un lien entre bien-être et performance
On parle beaucoup du bien-être en entreprise notamment, mais le bien-être tout seul, c'est bien, mais ça n'a pas vraiment d'un intérêt. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Le bien-être, il faut que ça serve une cause. Ça peut être ne serait-ce que la cause santé. Ça peut être que la cause situation familiale. Ça peut être que la cause relation interpersonnelle. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aller au-delà du bien-être et chercher un intérêt à tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, on s'intéresse au stress, on s'est déjà intéressé aussi sur la partie sommeil, à la fatigue. Mais finalement, le stress et la fatigue, ça conditionne, ce sont des facteurs de contre-performance. Et mon idée, là, dans un premier temps, pour vraiment introduire le sujet, c'est de vous parler de quel type de performance. Et on va déjà commencer par parler de la performance motrice. Vous avez peut-être déjà remarqué que quand vous êtes stressé, quand vous êtes énervé, si vous tapez sur un clavier d'ordinateur, vous allez faire plus de fautes de frappe, par exemple. Alors qu'habituellement, les doigts se posent naturellement sur les touches. Si on est stressé, fatigué, si par exemple le matin, vous êtes en retard avant d'aller au travail, je sais pas, il est 7 heures du matin et vous êtes déjà en train de courir de partout chez vous, il y a plein de choses qu'on arrive à faire habituellement très très bien et qu'on va faire beaucoup moins bien. Par exemple, faire ses lacets. Si je vous pose une question toute bête, vous mettez quelle boucle par-dessus l'autre pour faire vos lacets? Je vous laisse réfléchir un peu. Vous avez vu qu'il y a un petit bug. En fait, savoir faire ses lacets, on n'a plus besoin de réfléchir à faire ses lacets. C'est-à-dire qu'on parle d'habileté motrice, on parle aussi, pour ceux qui connaissent ces termes, on parle de mémoire procédurale, c'est-à-dire l'acquisition de gestes automatiques, comme par exemple savoir conduire. L'automatisme, c'est vraiment ce que cherche notre cerveau à faire en permanence. Il cherche à produire des automatismes de façon à consommer le moins d'énergie possible au quotidien. Et ces automatismes-là, motrices par exemple, ces automatismes moteurs, pardon, sont perturbés par nos stress. Par exemple, quand on est stressé le matin, on arrive moins bien à faire ses lacets. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, on va se mettre à faire des doubles nœuds, on va tirer trop fort sur les boucles, etc. Alors, ce n'est pas trop grave s'il s'agit de perdre de la performance motrice quand on est stressé sur seulement le lassage des chaussures. Par contre, quand on commence à toucher dans certains secteurs d'entreprise, dans certains secteurs professionnels, à des habiletés motrices qui conditionnent la santé, les risques et prévention des accidents, on se rend compte que le stress, ça peut avoir un impact sur nos performances, mais globalement sur aussi la prévention des accidents. Et vous voyez par exemple le soudeur, je vous laisse imaginer les pilotes de chasse, j'ai eu la chance de travailler pendant très longtemps avec eux. Si effectivement il y a du stress et qu'ils ramènent leur stress dans leur avion, il y a des chances que effectivement leur geste soit moins fluide, que leur geste soit moins précis, et donc il y a un risque d'accident. Le chirurgien, vous savez, il a beau avoir bac plus je ne sais combien, le chirurgien, s'il ramène ses problématiques émotionnelles dans la salle d'opération, il sera moins performant aussi. Alors évidemment, il ne s'agira pas d'aller poser la question au chirurgien si tout va bien dans sa tête au moment où il opère. N'empêche que si le chirurgien avait suffisamment d'humilité, il devrait se la poser cette question-là. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire quelque chose de précis qui engage énormément de sécurité, il faut que je m'assure que je sois dans toutes les dispositions, dans toutes les bonnes dispositions pour le faire. Alors, le stress et la fatigue, ça impacte aussi sur les performances cognitives, c'est-à-dire la façon dont notre cerveau fonctionne, la façon dont notre cerveau prend des décisions, par exemple. Et je vous ai dit qu'on avait des automatismes moteurs, comme par exemple savoir conduire, on n'a plus besoin de réfléchir à comment je dois appuyer sur les pédales, etc., etc. Mais on a aussi des des automatismes moteurs, cognitifs, c'est-à-dire des automatismes, des raccourcis que notre cerveau fait. Par exemple, 3x3, on n'a pas trop besoin de réfléchir, ça fait 9. Je vous laisse imaginer qu'un enfant, lui, il a besoin de faire beaucoup d'efforts pour penser que 3x3, ça fait 9. Et nous, par automatisme, on va consommer moins d'énergie parce qu'on aura créé des raccourcis comme ça. C'est pour ça que je vous parlais d'automatisme, oui, moteur, mais aussi cognitif. Et quand on est stressé, on a certains mécanismes automatiques cognitifs qui sont perturbés. On va, par exemple, moins appréhender le temps. On va déformer un petit peu notre appréhension du temps. Vous avez remarqué, par exemple, que quand on est stressé dans les bouchons, on a l'impression qu'une heure, ça en paraît 3. À l'inverse, quand on arrive sur le lieu des vacances, ça fait une semaine qu'on est en vacances. En fait, on a l'impression qu'on vient d'arriver. Mais du coup, nos prises de décision sont impactées aussi par ce niveau de stress. Et effectivement, 3x3, quand je suis très stressé, ça vient peut-être des fois un peu moins automatiquement. Il va falloir que je mette un temps d'arrêt pour pouvoir me recentrer sur la question. Il faut comprendre que notre cerveau est fait pour ne pas pouvoir prendre en compte tous les paramètres extérieurs. Par exemple, écoutez,
Là, je viens de claquer des doigts. Au moment où je claquais des doigts, est-ce que vous aviez conscience de votre respiration? Là, maintenant que je le dis, oui, vous prenez conscience de votre respiration. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous formuler dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre espace mental, je suis en train de respirer. Au moment où j'ai claqué des doigts, est-ce que vous aviez conscience de vos vêtements sur vos épaules? Et le jeu, il est sans fin. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien imaginer qu'à chaque seconde, on a des milliers et des milliers et des milliers, on dit entre 200 000 et 400 000 informations qui transitent par nos 5 sens, et notre cerveau est chargé de faire du tri là-dedans. Il est chargé de faire du tri pour porter notre attention sur certaines choses en particulier. Par exemple, quand je suis en train de marcher dans une forêt avec un petit caillou dans la chaussure, vous ne regardez plus le paysage, ou dans tous les cas, vous le regardez moins bien, et vous êtes focalisé sur le caillou dans la chaussure et la sensation que le caillou dans la chaussure procure. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est typiquement la petite image que vous voyez en bas à droite de l'écran, c'est-à-dire un rétrécissement de notre champ de perception qui fait que plus on est stressé, moins on est capable d'avoir d'ouverture d'esprit et d'avoir un périmètre d'attention qui s'élargit. C'est ce qu'on appelle donc l'effet tunnel, la tunnelisation. Et remarquez, quand vous avez le caillou dans la chaussure, que vous êtes avec des copains et que vous n'avez pas envie de vous arrêter parce que vous avez envie de ne pas gêner les collègues avec qui vous marchez en forêt, eh ben on reste avec le caillou dans la chaussure et au détour d'un virage, on se retrouve nez à nez, par exemple, avec un animal sauvage, une biche, par exemple, qu'on a envie de prendre en photo. Alors, pendant 5-10 secondes, je vais me rapprocher de la biche en essayant de ne pas faire de bruit. Je minimise mes pas comme ça, j'essaye de faire attention au son que je dégage. Et pendant 5, 10 ou 15 secondes, le caillou dans la chaussure disparaît. C'est-à-dire qu'on a porté notre attention sur autre chose. Et là, je crois qu'en fait, on a un résumé de la gestion du stress avec ne serait-ce que je viens de vous dire. La gestion du stress, c'est déjà repérer ce qui nous stresse vraiment. J'ai un caillou dans la chaussure. La gestion du stress, au-delà du repérage de ce qui nous stresse vraiment, donc de cette capacité à prendre de la hauteur et à d'avoir du discernement, c'est se poser la question, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est tolérable de vivre avec mon stress? Ou est-ce que je ne suis pas dans la mesure, dans la capacité de le supprimer? Est-ce que ça ne vaut pas le coup que je lève la main et que je demande à mes copains qu'on fasse une pause pour que j'enlève mon caillou dans la chaussure pour que enfin je puisse profiter de ma balade? Et je crois que c'est ça la gestion du stress. C'est déjà repérer ce qui nous stresse vraiment, savoir si on est capable d'enlever la source de stress ou pas. Et si ce n'est pas possible, eh ben vous avez eu l'exemple. Pour éviter que je porte mon attention sur ce qui me stresse vraiment, il faut peut-être que je porte mon attention sur autre chose et sur des éléments plutôt neutres, voire des éléments positifs. Alors, je vais stopper mon partage d'écran parce que je vais vous proposer tout de suite un petit exercice. Vous allez voir, il est vraiment très simple. Je reviens du coup en mode plein écran ici. Bam. Oh, pardon, je fais n'importe quoi. Voilà, je reviens ici en plein écran et je vais vous inviter à prendre un objet entre vos mains. Ça peut être un stylo, moi j'ai un trousseau de clés, vous voyez ici, ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être un téléphone portable. Je vais vous inviter à jouer un petit peu à une petite expérience toute simple. Prenez un objet, quel qu'il soit, le premier qui vous passe par la main. Et je vais vous inviter maintenant à jouer un petit peu, donc mettez un peu d'implication dans le travail que je vais vous proposer pour que ça fonctionne. Je vais vous proposer de regarder votre objet comme si c'était la première fois que vous le voyez. Donc, de porter toute votre attention visuelle sur l'objet que vous tenez entre vos mains pour vous poser la question de « Tiens, je n'avais pas remarqué tel petit détail. Est-ce qu'il brille? Est-ce que c'est mat? Quelle taille il a? Quelle forme? Quelle couleur? Quelle couleur peut-être même avec des nuances de couleurs différentes par endroit? Je vous laisse faire. Portez toute votre attention visuelle sur l'objet que vous tenez entre vos doigts. Vous allez même pouvoir fermer les yeux maintenant et continuer à regarder votre objet les yeux fermés, même si c'est un peu paradoxal, de façon à ce qu'il rentre vraiment dans votre espace mental visuel. Continuez de le regarder dans votre imaginaire. Tournez-le sur lui-même, par exemple. Allez chercher des petits détails, comme si vous vouliez faire parler votre objet grâce à vos yeux.
Vous allez pouvoir rouvrir les yeux et peut-être repérer d'ailleurs qu'il y a des éléments qui ont changé dans votre esprit. Peut-être que l'objet s'est un peu transformé, c'est normal. Maintenant, vous allez rapprocher l'objet de votre oreille et le faire bouger tout doucement ou le frotter avec l'ongle, par exemple, ou le tapoter sur un bord de table pour aller chercher toutes les informations sonores que vous procure l'objet. Toutes les informations auditives. Est-ce que c'est un son plutôt mat, un son cristallin, un son de plastique, un son puissant, un son très doux? Je vous laisse faire. Jouez un peu avec votre objet. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est vous qui choisissez. Ça va dépendre du niveau de concentration que vous êtes capable de produire. Vous allez pouvoir maintenant tenir votre objet entre vos doigts, mais le parcourir du bout des doigts pour aller chercher tous les petits indices qu'on appelle kinesthésiques, c'est-à-dire sensoriels entre vos doigts. La température de l'objet, le poids de l'objet, la forme de l'objet entre vos doigts. Est-ce qu'il est lisse? Est-ce qu'il est plutôt rugueux? Il y a des aspérités ou pas? Je vous laisse faire. Vous allez pouvoir le rapprocher du nez, votre objet, et le sentir. Moi, j'ai une clé, donc j'ai tout de suite une odeur très métallique qui vient, mais j'ai aussi un anneau en plastique et ce n'est pas tout à fait la même odeur. Vous-même, décelez toutes ces petites nuances d'odeur, tranquillement. Vous amusez avec ça. C'est du jeu, qu'une expérience, du jeu. Et puis, si vous le souhaitez, si votre objet est comestible, vous pouvez aussi le goûter pour être surpris des goûts qu'il vous procure, par exemple. Je vais vous laisser juste maintenant 15-20 secondes en autonomie pour reparcourir votre objet à travers vos 5 sens, vos sens préférentiels. Vous allez pouvoir arrêter tranquillement ce que vous êtes en train de faire et poser votre objet. Voilà pour cette première expérience. Et juste remarquer maintenant que peut-être pendant 5-6 minutes, que le temps que cette petite séance a duré, peut-être que vous n'avez pensé à rien ou à pas grand-chose à part votre objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez réussi à vous mettre en pause mentalement. C'est une technique qui est très, et désolé du terme militaire, mais qui est très opérationnelle. C'est-à-dire qu'elle est utilisable n'importe où et en toutes circonstances. On n'est pas obligé, et heureusement, pour faire de la gestion du stress, de s'installer sur son canapé et sous son plaid de mamie. Vous voyez, il faut aussi concevoir que la gestion du stress, ça doit se passer peu importe où, même dans une file d'attente, même au volant, etc., etc. Cette technique que je viens de vous proposer, c'est une technique qu'on peut appeler une pause sensorielle. Pourquoi une pause? Parce que finalement, on a mis en pause notre aspect un peu mental qui mouline tout le temps. On aurait, mais c'est difficile d'avoir un regard scientifique là-dessus, on aurait à peu près entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Vous imaginez. Le chiffre est très intéressant quand on s'intéresse à la quantité de pensées négatives. Ça monte à 90%. On aurait à peu près 90% de nos 60 000 pensées qui seraient des pensées négatives. Je vais même aller un peu plus loin. 80% de ces 90% sont toujours les mêmes pensées. Autrement dit, c'est un petit peu comme si on avait un petit vélo qui tournait dans la tête, vous voyez, une espèce de vieux disque rayé qui n'est pas toujours très agréable à écouter. Tout à l'heure, je vous proposerai une autre technique qui permet de déporter son attention sur quelque chose. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Mais voilà, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est en fait d'arriver à se mettre en pause. Et quand on a une pause, il faut la prendre vraiment. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé l'année dernière un petit peu en mode sauveur. Désolé pour le terme, mais ils avaient besoin de ça. J'ai travaillé avec les soignants, le milieu hospitalier par le biais d'une association qu'on avait créée avec des collègues où on proposait nos services gratuitement pour les soignants qui avaient besoin de vraiment récupérer pendant la crise Covid-19 de mars-avril de l'année dernière, parce que c'était vraiment le bazar pour le coup. Et la plupart nous verbalisaient que même quand ils se mettaient en pause dans leur salle de pause ou dans leur siège et qu'ils fermaient les yeux, qu'est-ce qui se passe? Ça continue à tourner. Autrement dit, je pense encore à mon patient en réa qui est en train de crever. Je pense à mon collègue qui est démuni.
Je pense à ma femme et à mes enfants et ça fait des semaines que je ne suis pas avec eux et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Donc en fait, je me mets en pause, physiquement peut-être, mais est-ce que je me mets en pause mentalement? Ça, c'est pas sûr. Et donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de créer un espace de pause mentale pour arriver à vraiment éteindre le feu qu'il y a là-dedans. De temps en temps, je pense que ça vaut le coup. On a fait ce travail là aujourd'hui sur quelque chose de neutre, mais faites-le sur quelque chose de positif. Par exemple, alors là, on n'a pas le temps, mais c'est une petite déviation de cette technique que je vous propose. Dans nos téléphones, on a des centaines et des centaines et des centaines de photos. Et bien un jour, s'il y a une photo de vous là-dedans qui vous semble être une photo confiance, où on voit que vous avez réussi quelque chose, une photo accomplissement, une photo sport, des choses comme ça, regardez votre photo exactement comme on vient de le faire maintenant, avec vraiment l'intention de la regarder, de fermer les yeux et de même la laisser s'animer dans votre esprit, d'écouter les sons à ce moment-là et surtout de vivre les émotions positives. Vous aurez fait une pause, mais du coup une pause plus neutre, vous aurez fait une pause qui aura pour objectif au contraire de raviver un peu la flamme, j'ai envie de dire. Et là, on fait vraiment de la gestion du stress. Partir en balade en forêt, par exemple, avec sa famille. Partir en balade en forêt avec sa famille en ramenant notre téléphone portable dans la forêt, en continuant à regarder nos mails pro, par exemple. Est-ce qu'on est vraiment en balade en forêt? Je ne suis pas sûr. Donc la balade en forêt, là du coup, si on fait ça, elle devient quoi? Elle devient finalement un peu, je fais une balade parce qu'il faut faire une balade, parce que ça vaut le coup, mais sauf qu'en fait, j'en profite pas. Donc l'idée, c'est de vivre l'instant présent et de déporter notre attention sur ce qui vaut vraiment le coup de porter notre attention. Vous voyez, une balade en forêt, il y a des magnifiques couleurs dans la forêt, il y a des odeurs, il y a des sons agréables, allez les chercher. Et pendant ce temps-là, le petit vélo, on le fait s'arrêter. Ça, c'est faire de la gestion du stress. Et là, vous avez sur une base de techniques toute simple que je vous ai proposée, vous avez possibilité du coup de partir sur quelque chose d'encore plus beau encore. S'il y a quelque chose de plus seulement neutre, mais de limite très positif sur lequel vous voulez porter votre attention. Voilà pour cette petite technique, on y reviendra puisque j'ai encore des choses évidemment à vous faire vivre, à vous faire pratiquer. Et puis je vais revenir sur mon partage d'écran si vous le voulez bien. Et puis si vous ne le voulez pas, de toute façon, vous n'avez pas tellement le choix, j'ai envie de dire. Donc on va revenir un peu là-dessus. Donc on a dit effectivement que le stress, ça impacte nos performances cognitives et notamment notre capacité de prise de décision, notre appréhension du temps, etc., etc. Et puis on a vu aussi que malheureusement le stress, c'est aussi ça, c'est un effet tunnel, c'est-à-dire un rétrécissement de notre champ de perception et souvent on porte notre attention sur les dangers ou sur la nouveauté. C'est comme ça que le stress en fait fait le choix entre OK, il y a 200 000, 300 000, 400 000 informations qui rentrent dans mon cerveau à chaque seconde. Mais de combien d'informations je suis conscient? Tout à l'heure, c'était le vêtement sur les épaules, la respiration. On aurait à peu près 30 à 40 informations qui rentreraient à chaque seconde dans notre champ de conscience. Parmi les 200 000 informations, on n'en prend conscience que de 30 à 40. C'est-à-dire que parmi les 200 000 informations qui sont composées certes de stress, mais aussi de solutions, on n'aurait conscience que de 30 à 40 de ces informations-là. Ça veut dire qu'on a un rétrécissement de notre champ de perception sur certains éléments qui nous stressent, mais malheureusement un raccourcissement de notre champ de perception en omettant toutes les solutions possibles. Et la gestion du stress, c'est aussi ça, cette capacité de prendre du recul sur l'événement pour se dire, OK, il y a un problème, quelles sont les solutions possibles au-delà de mon simple périmètre de prise de conscience. Le stress et la fatigue, ça impacte aussi sur les performances relationnelles. Moi, le matin, quand je suis stressé et que je veux partir au travail en retard, alors qu'il y a mes enfants qui mangent leur bol de céréales à 2 à l'heure devant leur télé, moi, je leur demande de se dépêcher. Sauf que vous imaginez bien que, comme je suis énervé, mon ton d'énervement s'entend dans ma voix. Et que je ne suis pas persuadé que ce soit comme ça que je suis le plus efficace. Parce que mon stress se transmet. Je pense que vous savez ça. Le stress se transmet. C'est-à-dire que eux, qui sont plutôt habiles de leurs mains pour manger leur bol de céréales, s'ils sont stressés, il se passe quoi? Ils perdent leurs habiletés motrices eux aussi, à cause de moi.
et le bol de céréales se retrouve par terre. Vous savez, les chocs à pic qui baignent dans une flaque de lait sur le tapis du salon. Et là, je pense que mon énervement, juste parce que je souhaitais leur faire partager mon message que je suis en retard et que je voudrais qu'ils se dépêchent un peu, mon énervement conduira à une espèce de catastrophe industrielle et qui fait que vraiment encore, je suis encore plus énervé. Alors, pour couper un petit peu ces messages colères, vous savez, qui prennent le pas des fois sur un message éducatif, un message managérial, une relation hiérarchique, une relation amicale, et qui va entraîner aussi des épisodes de repli sur soi, de distraction. Le stress, c'est un peu tout ça. Hein. Vous remarquez, par exemple, quand des réunions durent, que plus je suis fatigué pendant ma réunion, plus je suis stressé et plus je suis capable, malheureusement, de monter très vite en pression et de perdre patience. Plus les larmes viennent vite. Autrement dit, le stress et la fatigue, ça a une influence sur une région de notre cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui est notre cerveau capable de prendre du recul sur les événements. Et au début d'une réunion, si je ne suis pas d'accord avec un collègue, ce n'est pas très grave. On le prend limite avec le sourire, quelque chose qui dit avec lequel on n'est pas d'accord. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout de 3 ou 4 heures de réunion, quand le même collègue n'est pas d'accord avec nous, ça nous énerve. Vous n'avez pas remarqué ça? Parce que notre cerveau, notre cortex préfrontal n'a plus la force de prendre du recul sur l'événement. Alors moi, ce que je préconise souvent pour ça, pour gérer les coups de colère, les tensions comme ça, c'est de passer par le corps. Il y a un truc tout bête que vous pouvez faire maintenant, c'est une petite astuce que je vous donne qui est vraiment très simple. Quand vous sentez que vous avez un coup de colère, la colère qui monte dans vos relations professionnelles, mais pourquoi pas aussi dans vos situations familiales, ça peut arriver par exemple avec les enfants qui mangent leur bol de céréales à 2 à l'heure devant la télé. Vous remarquerez que la colère souvent, elle se matérialise dans certaines zones du corps en particulier. Mâchoire, épaules, façon de respirer. Alors vous savez ce que vous allez faire? Testez ça. Laissez votre mâchoire se détendre, se desserrer. Juste là, sans bouger, vous avez juste à desserrer les dents. Relâchez vos épaules, juste pour que les épaules retombent très librement vers le sol. Et respirez par le ventre. Laissez votre nombril complètement bouger librement au gré de votre respiration en desserrant votre sangle abdominale. Et maintenant, imaginez de vous mettre en colère en gardant ce niveau d'élasticité et de souplesse. Je pense que c'est presque impossible. Et maintenant, moi, puisque ça fait des années que je pratique ça, avant, effectivement, je me mettais en colère très très vite face à mes enfants. Et puis finalement, pour me rendre compte que mon message n'était pas très efficace. Et puis maintenant, quand je me précipite vers eux et que je ressens que j'ai de la tension dans les mâchoires, je desserre la mâchoire, je relâche les épaules, je respire par le ventre. Ce qui apaise instantanément la façon que j'ai de communiquer avec eux. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas leur demander de faire quelque chose, de se dépêcher, etc., etc. Ça veut juste dire que je vais leur dire mieux. C'est ça, la performance relationnelle. C'est passer le bon message en étant sûr qu'il soit capable d'être audible, d'être compris. Et quand je suis énervé, stressé, fatigué, il y a de fortes chances que ça impacte la qualité de mon message, la qualité de ma communication. Donc ça, c'est évidemment, attention, je ne veux surtout pas avoir un ton trop dogmatique. Je ne donne aucune leçon. Je ne fais que donner des solutions possibles. Et dans tout ce que je vous dis, considérez ça comme un espèce de buffet de hors d'œuvre. Ne piochez que ce qui vous intéresse et ce qui vous convient. Hein. Donc, évidemment que je ne veux surtout pas aller à l'encontre de vos croyances et de vos valeurs. Le stress et la fatigue, ça impacte évidemment sur la santé. Hein. Alors, la santé physique, parce que c'est une altération des processus, c'est une accélération des processus inflammatoires. Donc, ça va être la blessure du sportif, par exemple. Mais on parle aussi d'irritation, de la baisse de l'efficacité du système immunitaire. Alors là, on parle beaucoup de santé physique, mais aussi de la santé mentale. J'y reviendrai tout à l'heure avec des épisodes de dépression. Et évidemment, et je vous en ai déjà parlé, risque d'accident, tout simplement. Quand on est stressé et fatigué, manipuler une scie sauteuse, je ne suis pas persuadé que ce soit une très très bonne idée. Dans tous les cas, il faut mettre en place certaines stratégies pour faire baisser ce niveau-là, sinon on se met en danger. Et c'est pareil pour la conduite, tout simplement. Alors, on va définir un petit peu ce que c'est que le stress rapidement.
Le stress, je vais vous le résumer dans cette phrase, ensemble des réponses non spécifiques de l'organisme à toute demande positive ou négative qui lui est adressée. Autrement dit, à chaque fois qu'il y a mon environnement qui change, je dois m'y adapter. Et c'est cette relation entre moi-même et mon environnement qui définit le stress. Cette adaptation, elle va se matérialiser par une augmentation de l'utilisation de mes capacités, de mes ressources. Mais ça, peu importe, je vais redéfinir un peu ça, mais ça, peu importe que mon environnement soit positif ou négatif. À chaque fois qu'il y a une prise de décision à prendre, ça va impacter un changement, ça va résulter sur un changement de mon environnement. À chaque fois qu'il y a un bruit que je ne maîtrise pas, à chaque fois qu'il y a trop de luminosité dans une pièce, à chaque fois qu'il y a trop de température élevée, par exemple, dans une pièce, mon corps doit réagir, mon mental aussi. Par exemple, quand il fait trop chaud, je me mets à transpirer. C'est normal, c'est une réaction de stress qui est tout à fait normale et pour le coup physiologique. En fait, le stress, c'est l'ensemble de mes réactions d'adaptation physiologique, comportementale, cognitive pour m'adapter à tout type de situation, positive ou négative. Il y a une transaction entre l'homme et l'environnement. Et le stress, ça va être en fait un sentiment de perte de contrôle. C'est ça qu'il faut retenir. Quand j'ai la sensation d'être en train de perdre le contrôle, c'est-à-dire quand j'ai la sensation que mon environnement représente une difficulté et que j'ai la sensation de ne plus avoir les capacités pour y faire face, si cette sensation de perte de contrôle survient, il va y avoir des réactions de stress. Mais cette réaction de stress, vous le voyez ici, c'est une situation de stress souvent qui est cumulative. Il y a 20 000 ans, à peu près, et même 50 000, et même 10 000, et même 5 000, on avait un cerveau. Le même cerveau qu'aujourd'hui. Le même. Le cerveau de l'être humain d'il y a 20 000 ans est le même cerveau que l'être humain d'aujourd'hui. Et ce cerveau de l'être humain d'il y a 20 000 ans, il était programmé, pourquoi ? Pour permettre à l'être humain de survivre. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que quand l'être humain, il y a 20 000 ans, se faisait courser par un animal sauvage, eh ben, il était normal que le cerveau l'invite à utiliser un maximum ses capacités d'adaptation pour se barrer en courant. Autrement dit, il va y avoir une mobilisation de mon organisme très forte, avec une augmentation du rythme cardiaque, etc., ce qui va me permettre de fuir ou de lutter face au mammouth, à l'animal sauvage, peu importe. On a le même cerveau aujourd'hui. Par contre, nous n'avons plus le même environnement. Notre cerveau, à l'origine, était programmé pour réagir sur des stress très physiques. La fuite d'un prédateur. Aujourd'hui, le prédateur, il n'est plus physique, il est psychologique. Le prédateur de 2021, c'est la pression temporelle, c'est la pression hiérarchique, c'est la pression financière, c'est la pression politique, c'est la pression sociale. Je dois être heureux en famille. Je veux rendre heureux ou heureuse mon conjoint, ma conjointe. Je veux élever mes enfants dans de bonnes conditions. Et en fait, tout cet ensemble de stresseurs qui ne sont plus des stresseurs physiques, mais des stresseurs psychologiques, font que nous n'avons plus besoin de réagir face à un prédateur unique comme il y a 20 000 ans, puissamment. On réagit de manière insidieuse, presque à la limite inconsciente, quotidiennement, à un ensemble de facteurs de stress qui s'accumulent. Il y a 20 000 ans, on souffrait de stress aigu. Le stress aigu, c'est quoi? C'est une réaction brutale de stress puissante face à un élément extérieur. Le stress chronique, c'est une accumulation de facteurs de stress et qui d'ailleurs sont presque indiscernables les uns avec les autres. C'est l'accumulation de ces facteurs de stress qui va faire que je m'épuise. Parce que avant, quand le prédateur arrêtait de me courser, je pouvais arrêter de réagir et je pouvais récupérer. Sauf que maintenant, la récupération, elle est quand? Elle n'existe plus. Je suis continuellement sous facteur de stress. Je ne sais pas si vous saisissez un petit peu cette nuance. Et je vais vous faire travailler un petit peu, si vous le voulez bien, je vais vous faire travailler sur cette grille pour vous faire prendre conscience de ça. Vous allez prendre une feuille, un stylo ou votre téléphone portable, vous avez juste une petite addition à faire.
Vous regardez sur cette grille qu'on appelle l'échelle d'ajustement social de Holmes-Serrae, vous avez des événements de vie que vous avez probablement traversés, ne serait-ce que dans les 12 derniers mois. Pas tous, évidemment, et heureusement, j'espère. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire l'addition des points qui sont corrélés, vous voyez, c'est marqué score, là, des points qui sont corrélés aux événements de vie que vous avez traversés dans les 12 derniers mois. À titre personnel, par exemple, j'ai déménagé 3 fois dans les 12 derniers mois. Donc, c'est le point 32, changement de résidence. Vous voyez que 20 points sont attribués au changement de résidence. Je vais donc déjà partir sur une base de 3 fois 20, 60 points. Et à ça, je vais y accumuler les vacances, etc., 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 etc. Je vais vous laisser faire votre petite addition si vous le voulez bien. Je vous laisse faire. Prenez quelques instants, jouez un peu avec ça. Et pendant que vous êtes en train de faire votre petit calcul, je vais vous montrer comment on interprète ça. Ou plutôt, pour vous rassurer, comment on l'interprétait. Parce que cette grille, elle date de 1967. Donc, elle est ancienne. D'ailleurs, vous retrouvez peut-être certains termes qui, effectivement, socialement, ne sont plus tellement appropriés au contexte d'aujourd'hui. En 1967, Holmes-Serrae, qui sont donc les deux chercheurs qui ont mis au point cette étude, ils ont proposé cette grille auprès d'un panel de 4000 personnes. Donc, ça commence à causer déjà, 4000 personnes. Et là, on a remarqué que parmi les 4000 personnes, et c'est probablement votre cas aujourd'hui, il y en avait certains, pas tous heureusement, mais certains qui avaient un score qui était compris entre 150 et 200 points. Et parmi ces 4000 personnes, donc certains avaient un score compris entre 150 et 200 points, et ceux qui avaient ce score-là, présentaient 37% d'entre eux, 37% des gens qui avaient un score compris entre 150 et 200 points, présentaient des troubles sévères de stress. C'est quoi les troubles sévères de stress? Ça va être les maladies de peau, ça va être dépression, ça va être ulcère, diabète, cancer, cholestérol, etc., etc., etc. Pour les gens qui avaient un score compris entre 200 et 300 points, c'est 50% d'entre eux qui avaient des troubles sévères de stress, qui présentaient des troubles sévères de stress. Et pour les gens qui avaient un score supérieur à 300 points, c'est 80% d'entre eux. Pourquoi il faut relativiser ce que je suis en train de vous dire? Parce que déjà, cette échelle, vous le voyez, socialement, elle est tout à fait adaptée. Aujourd'hui, par exemple, le divorce, je pense que c'est un peu moins vécu de façon stressante que ça pouvait être le cas à l'époque. Je ne vais pas dire que c'est rentré dans les mœurs, mais enfin bon, déjà, ça a changé, on va dire. Pareil pour la réorientation professionnelle. On change aujourd'hui beaucoup plus facilement de métier, donc c'est peut-être moins vécu comme stressant. Et puis, je crois aussi, mais c'est vraiment qu'une pensée très personnelle, donc il ne faut peut-être probablement pas retenir ce que je vais vous dire, mais je crois aussi qu'on a beaucoup plus de capacité de résilience qu'avant. La résilience, c'est la capacité à maintenir un cadre d'action, à maintenir le cap par rapport à ce qui nous stresse et notre capacité à tenir dans le temps finalement, à trouver des stratégies pour tenir dans le temps. Et aujourd'hui, malheureusement d'ailleurs, je crois qu'en 2021, on a appris à vivre avec le stress. Et je crois que malheureusement, le corps s'y est un peu adapté. Ce qui fait que j'imagine qu'aujourd'hui, ce pourcentage de troubles sévères de stress serait moindre avec des scores identiques. Voilà ce que je pense dans tous les cas. Par contre, ce qu'il faut retenir de cette grille, c'est que le stress, c'est une cumulation de facteurs. Ça, c'est sûr. Et des facteurs, d'ailleurs, aujourd'hui, qui se sont rajoutés, qui n'apparaissent pas dans cette grille. Par exemple, l'hyperconnectivité. Et chez Goldmap, d'ailleurs, il existe une conférence sur la gestion de l'hyperconnectivité. Ça va être la mauvaise alimentation, ça va être la sédentarité, ça va être tout un tas de facteurs comme ça, probablement qui n'étaient pas là en 1967 et qui sont là aujourd'hui. Je vous parle de ça aussi parce que je pense que ça me permet vraiment de rebondir sur ce que je vous disais tout à l'heure, que le stress, c'est aussi le fait de déceler quels sont mes facteurs de stress pour me poser la question de lesquels je peux supprimer. Parce qu'il y en a certains, je peux les supprimer. Je suis en mesure de le faire. C'est juste que je fais le choix, consciemment ou pas, de ne pas les supprimer. Mais il y en a quelques-uns, je peux le faire. Voilà, il faut juste prendre le temps de discerner quels sont les facteurs de stress sur lesquels je peux avoir une influence.
Je voudrais aussi, parce que je suis sûr que certains se posent la question, pourquoi les vacances, pourquoi les fêtes de Noël, mais ça se prépare. Et donc, ça nous fait dépenser de l'énergie dans la préparation. J'ai surtout pas dit, et je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs dans l'introduction de qu'est-ce que c'est que le stress, c'est la réaction à des événements aussi positifs que négatifs. La valeur émotionnelle de l'énergie qu'on met en place, que ce soit du plaisir ou que ce soit du déplaisir, n'a pas d'importance. Ça reste de l'énergie qu'on dépense. Et ça, c'est important de le retenir. Donc finalement, le stress, c'est un ensemble de réactions d'adaptation physique, physiologique, psycho-cognitive et comportementale. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'origine, ça sert à ça. Ça sert à se mettre en action. Sauf que ce sang oxygéné qui va vers les muscles et vers le cerveau pour nous permettre de courir le plus vite possible, parce que je me fais courser par le mammouth, ça c'était il y a 20 000 ans, parce qu'aujourd'hui on a exactement le même sang oxygéné quand on est en situation de danger, en prise de parole en public par exemple, qui va vers les jambes et qui va vers le cerveau. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut plus se mettre à courir. Notre cerveau nous dit, s'il te plaît, barre-toi de là, parce qu'en face de toi, il y a des gens qui représentent un danger quand on est en prise de parole en public. Mais on ne peut pas le faire. Et là, on se retrouve avec un surplus d'énergie dans les jambes qui tremblent, les jambes finalement qui lâchent d'un coup. Et c'est ça le stress d'aujourd'hui. C'est un stress, malheureusement, avec lequel on ne peut plus se mettre en action. Et du coup, il faut rester avec ces valeurs-là. Néanmoins, le stress, vous l'avez compris, depuis la nuit des temps, c'est une stimulation qui est indispensable au maintien de l'équilibre vital. S'il n'y avait pas ce niveau d'énergie, quand je me fais courser par le mammouth, je me ferais piétiner par le mammouth. Donc, heureusement que je véhicule, que je m'actionne face au danger. Un étudiant qui n'ouvre pas son robinet branché sur son réservoir de capacité d'adaptation quand il est face à une interro, c'est un étudiant qui ne mobilise pas ses ressources intellectuelles et il va rendre une copie blanche. Et à l'inverse, l'étudiant qui mobilise trop ses ressources intellectuelles, qui est trop dans le stress, c'est quelqu'un qui va peut-être aussi rendre une copie blanche ou qui va répondre à côté d'une question parce que son cerveau est mal alimenté dans tous les cas. Donc la gestion du stress, c'est ça, c'est trouver le juste milieu. Oui, il faut utiliser notre réservoir de ressources, mais point trop n'en faut. Un docteur qui a écrit « Le stress, c'est la vie », Soli Ben Sabat. Alors, si on regarde un petit peu comment ça se passe, le stress, on s'intéresse au syndrome général d'adaptation pour voir qu'en fait, face à un élément stressant, je vais donc mobiliser mes ressources et donc je vais m'activer brutalement, c'est-à-dire très rapidement. Quand je suis en train de marcher en forêt le long d'un chemin de ferme et qu'il y a un chien qui, dans mon champ de vision, arrive en courant et qui se met à aboyer, je vais sursauter. Ce sursaut, depuis la nuit des temps, il permet de nous gagner quelques secondes peut-être précieuses de vie, de façon très instinctive. Mais ça va mobiliser très rapidement notre organisme. C'est ce qu'on appelle la phase d'alarme avec la production d'une hormone qu'on connaît très bien qui s'appelle l'adrénaline, qui nous permet de rapidement avoir la fréquence cardiaque qui va augmenter, ce qui va me permettre d'envoyer plus de sang oxygéné vers les muscles et vers le cerveau pour pouvoir me mettre en action le plus rapidement possible, de façon très réflexe. Le stress, c'est ça. Déjà, une réaction réflexe. Et puis, si le chien est toujours là et que finalement, il arrive à sauter par-dessus le grillage, il va falloir que je me mette en action, mais il va falloir, à mesure que je m'échappe, et ça peut durer, métaphoriquement évidemment, plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut que je trouve un moyen hormonalement de réguler mon niveau de dépense énergétique et ça va être ce qu'on appelle la phase de résistance avec la production d'une autre hormone qu'on appelle le cortisol qui va me permettre de durer dans le temps sous l'effet du stress. Globalement, en 2021, on est quasiment tous là-dedans. Quasiment tous. Et pour durer dans le temps, il faut aider un peu le corps, des fois, je crois, à reprendre un peu le pouvoir sur, par exemple, notre rythme cardiaque. Je vais vous proposer un petit exercice tout de suite. Vous allez voir qui est très simple. Je vais couper mon partage d'écran. Hop, je reviens là-dessus. J'espère que pour l'instant, vous tenez bon. Ouais, je vois tout de suite dans la ligne de chat, j'ai un score à 318. Je vous rappelle, c'est plus la même lecture, je pense, aujourd'hui. Donc, relativisez ça. Voilà. Mais ça fait un peu flipper, ça, c'est vrai. Voilà, oui, je vous disais, réguler le rythme cardiaque.
Essayez de le faire là. S'il vous plaît, baissez votre rythme cardiaque. Il est trop élevé là. Baissez-le. Ah, c'est dur, hein. On ne peut pas le faire en fait. En vrai, on ne peut pas avoir d'influence directe sur notre rythme cardiaque. Autrement dit, notre conscience ne peut pas prendre la main sur la fréquence cardiaque. Donc du coup, on peut passer par des moyens détournés. Et le moyen le plus simple pour reprendre le contrôle de la fréquence cardiaque, bon, c'était une blague, hein, vous ne pouvez pas. Hein, voilà. Ce que vous pouvez faire, et je le vois tout de suite dans la ligne de chat, c'est effectivement agir sur votre respiration, qui va avoir une influence sur ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, c'est-à-dire les mécanismes qui permettent de mettre au repos notre métabolisme. Voilà. Non, vous ne pouvez pas contrôler directement la fréquence cardiaque. Voilà. Je veux que ma fréquence cardiaque augmente. Non, non. Vous utilisez votre imaginaire pour ça ou la respiration, mais mécaniquement, ce n'est pas possible. L'imaginaire, avec l'imaginaire, on peut le faire. Si vous êtes phobique d'une araignée et que vous imaginez une araignée qui monte sur le bras, votre fréquence cardiaque va s'élever. Mais c'est votre imaginaire qui permettra de le faire. Hein? Si vous imaginez que vous êtes en train de baisser votre fréquence cardiaque, ce n'est pas votre mécanique qui va baisser la fréquence cardiaque, c'est l'imaginaire qui va vous faire baisser la fréquence cardiaque. Attention, hein, faites un distinguo, il faut être le plus pragmatique possible. Mécaniquement, on peut agir sur la respiration. Voilà. Par contre, mécaniquement, sur la fréquence cardiaque, on ne peut pas. Par contre, grâce à la respiration, il peut y avoir une influence sur la fréquence cardiaque. Et pour ça, c'est simple, retenez ça. Quand j'inspire, la fréquence cardiaque augmente. Quand j'inspire, la fréquence cardiaque augmente. Quand j'expire, la fréquence cardiaque diminue. Ouais, merci Joanne, je veux bien, je suis preneur de tout évidemment. Donc quand j'inspire, la fréquence cardiaque augmente, quand j'expire, la fréquence cardiaque diminue. Ça, c'est mécanique. D'accord ? Il n'y a pas tout le monde qui le sait, ça d'ailleurs. Donc si vous avez besoin d'abaisser, de contrôler votre fréquence cardiaque, par exemple, avant une prise de parole en public, avant une réunion ou des choses comme ça, passez par votre respiration pour contrôler votre fréquence cardiaque. Et du coup, si vous avez retenu, pour baisser la fréquence cardiaque, il faudra passer plus de temps à expirer qu'à inspirer. J'inspire un certain temps, j'expire plus longtemps que ce que j'ai inspiré. Eh bien, je vais vous inviter à le faire si vous le voulez bien. Vous allez vous installer tranquille, confortablement sur votre chaise. Prenez un petit peu votre assise confortable sur la chaise. On y reviendra sur toutes ces questions, respiration carrée, etc. On y reviendra. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à fermer les yeux, bien que ce ne soit absolument pas obligatoire, et à porter votre attention sur la respiration. Pour prendre conscience de vos volumes respiratoires, de vos fréquences respiratoires, les parties du corps qui bougent pendant que vous respirez. Ça peut être pour certains par le ventre, d'autres plutôt par la poitrine. Je vous laisse quelques instants pour vous relier très intimement à votre respiration. Et puis, je vais vous proposer un petit jeu mental. Imaginez que vous avez une bougie posée sur le bureau en face de vous. Et vous allez poser votre expiration sur la flamme de la bougie pour faire vaciller la flamme tout doucement pendant que vous expirez. Grande inspiration et souffle long et souffle calme sur la petite bougie en face de vous pour faire se pencher la flamme le plus longtemps possible. Souffle long, de plus en plus long, de plus en plus calme. J'inspire et je souffle de plus en plus long, de plus en plus loin, de plus en plus calme. Par le nez, par la bouche. Soyez libre de ça. Faites ce qui vous convient le mieux. Et mentalement, si vous voulez, vous pouvez jouer en reculant cette bougie pour prolonger encore un peu plus votre expiration. Je vous laisse faire quelques instants. 30 secondes de ma montre. Inspiration. Souffle long, de plus en plus long, de plus en plus calme.
progressivement, vous reprenez le contrôle de votre rythme cardiaque, vous le maintenez. Peut-être même que vous le calmez. Terminez progressivement ce que vous êtes en train de faire. C'est encore une fois qu'un petit jeu, une petite expérience. Il faut ensuite s'entraîner, trouver les bons stratagèmes. Pour la respiration carrée, effectivement, ça fonctionne plutôt pas mal, même si je trouve cette technique assez enfermante, dans le sens où pas tout le monde n'est à l'aise avec les temps d'apnée poumon plein et poumon vide. Et je pense qu'il faut aussi, quand on teste la respiration carrée, se donner les droits de respirer en respiration rectangle. La respiration, globalement, pour ceux qui ne connaissent pas, en carré, c'est j'inspire un certain temps, je retiens poumon plein un certain temps, j'expire un certain temps, je retiens poumon vide un certain temps. Cette respiration, elle permet de réguler les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Mais je pense que ça a un intérêt si on se dit qu'on est capable de modifier ça si on le souhaite. Parce que si on n'est pas à l'aise avec les temps de pause poumon plein, poumon vide, ça devient plus désagréable qu'autre chose. Donc, il faut être à l'aise avec ça et se donner l'opportunité de transformer le carré, de le passer dans un rectangle, par exemple, voire même dans un triangle. Parce qu'il y a certains, par exemple, le temps d'apnée poumon vide, il est désagréable. Il faut le supprimer. J'inspire, je retiens poumon plein et j'expire et je fais le tour comme ça. Voilà, comme ça, vous avez effectivement quelques exercices, mais vous pouvez retenir que physiologiquement, ça c'est clair, physiologiquement, le rythme cardiaque diminue quand je passe du temps à expirer. Donc, du coup, prolongez vos temps d'expiration pour contrôler votre fréquence cardiaque. Voilà. Après, la bougie, c'est évidemment un moyen par l'image, mais c'est évidemment pas du tout obligé. Ce qu'il faut retenir, c'est l'aspect mécanique respiratoire. Avec les enfants, vous pouvez jouer à ça chez vous si vous avez des enfants, si vous voulez les apaiser comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je leur demande de frotter l'index sur leurs mains. Et quand il y a de la chaleur qui se crée au bout de l'index, ils imaginent que c'est une petite bougie qui vient de s'allumer. Ils vont fermer les yeux et regarder la bougie. Vous voyez, et puis en fait, ils vont fermer les yeux, vont se retrouver un peu dans cet état-là et ils vont poser leur respiration sur la flamme de la bougie pour faire se pencher la flamme. Et naturellement, ça va devenir ça. Et ils vont faire ça quelques instants comme ça. C'est un moyen de les engager aussi corporellement dans le processus. Donc voilà, vous pouvez tester des petites choses comme ça avec les enfants, mais aussi sur vous-même. Voilà, tout simplement. Voilà, après, effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de réactions dans la ligne de chat, mais j'invente rien. Je vous propose simplement mes petits trucs à moi, des petits trucs mis un peu au bout du jour peut-être, tout simplement. Voilà. Et puis surtout, il faut être très pragmatique. Il n'y a pas tout le monde qui est à l'aise avec la respiration carrée. Donc, dites-vous bien que vous êtes libre de l'adapter autant que vous voulez, cette respiration-là. Moi, je pense que l'objectif, c'est vraiment de respirer comme on en a besoin et pas comme on nous demande de le faire. Voilà. Donc, je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Et puis, malheureusement, quand ça dure trop longtemps dans le temps, nos mécanismes de mobilisation s'effondrent et on rentre dans ce qu'on appelle la phase d'épuisement avec, là, ici, l'expression par le corps de certaines maladies. Maladie de peau, par exemple. Voilà. Et puis, c'est là qu'on va avoir le syndrome d'épuisement professionnel, par exemple, le burn-out. Ou autre, bore-out aussi, le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Ça peut être aussi le brown-out, le syndrome d'épuisement professionnel par manque de sens. Je ne trouve plus d'intérêt à ce que je suis en train de faire au quotidien. Et puis, ça peut être des insomnies. Ça peut être malheureusement de la tachycardie, des infarctus, de la chute des cheveux, tout ce que vous voulez, des maux de dos aussi. Donc, il faut prévenir évidemment un petit peu tout ça grâce à la mise en place d'actions, à mon avis, un petit peu quotidiennes. Mais avant de passer par la gestion du stress, respiration, relaxation, déjà, je vous le redis, identifiez vos facteurs de stress pour savoir lesquels vous pouvez enlever, tout simplement, pour vous alléger un petit peu. Donc, en contexte professionnel, on va retrouver un petit peu ça, alarme, résistance, épuisement. Je pense que c'est assez parlant. L'alarme, je réagis. La phase de résistance, je tiens le choc, je dure jusqu'à ce que ma capacité à tenir dans le temps s'effondre et puis je me fasse submerger par le stress, tout simplement. Alors, en termes de gestion du stress, je vais vous passer quelques petites idées pour faire baisser la pression. Donc, notamment pour se couper rapidement de la pression au travail, ce que vous pouvez faire, c'est
trouver une forme de rituel au travail. Et notamment par ce petit exercice qui paraît tellement, tellement bête en soi, qu'on appelle le sas des petits bonheurs du jour, qu'on peut appeler aussi les 5 kiffs. Ritualisez vos journées. Et dans votre rituel de fin de journée, ce que vous allez faire à la fin de votre journée, ce que vous pouvez faire, c'est une proposition, vous allez tout simplement noter sur une feuille de papier ce qui s'est particulièrement bien passé dans la journée. Ça peut être des trucs totalement insignifiants, un fou rire avec un collègue, le plaisir d'avoir amené ses enfants à l'école. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément dans un contexte professionnel. Hein. Ça peut être avoir regardé le soleil briller. Ça peut être un dossier bien bouclé au travail, des choses comme ça, des motifs de petite satisfaction personnelle. Et vous allez en noter 5 et les revivre pendant que vous les écrivez. C'est pour ça qu'en général, en coaching, je passe beaucoup par l'écriture. Parce que je crois que l'écriture engage. Et pendant que vous écrivez quelque chose, vous n'avez pas d'autre choix que dans votre mental d'avoir ça à l'esprit. Essayez d'écrire le mot voiture sans penser à voiture. C'est pas facile. Donc, essayez d'écrire plaisir sans penser au moment de plaisir. Vous allez voir, c'est pas simple. Ou dans tous les cas, vous ne penserez pas aux trucs désagréables. Ça, j'en suis persuadé. Donc, c'est un petit moyen aussi de faire taire le petit vélo négatif qu'on a dans la tête. Je vous ai dit 90% de négatif, mais on a aussi 10% de positif. Et l'idée, c'est de les faire fructifier et d'en profiter. Pardon. Parce que si je rentre chez moi avec du positif en tête, et plus les éléments perturbateurs de la journée, ou plutôt ce que j'ai à faire le lendemain, ou ce que j'ai mal fait dans la journée qui vient de se passer, il y aura moins d'impact sur ma cellule familiale. Il y a de fortes chances que ça joue sur la qualité de mon humeur. Donc, ritualisez vos sorties de boulot en effectuant peut-être ce petit sas des bonheurs du jour, en listant donc 5 choses qui se sont particulièrement et agréablement bien passées dans la journée. Je pense qu'il est important aussi de s'alléger de certaines choses et d'une forme de charge mentale. Et on en revient encore une fois sur ce principe de déceler quels sont les facteurs qui nous stressent en ce moment. Et on peut le faire en établissant la différence entre l'urgence et l'importance. Quand vous avez des dossiers à préparer pour le lendemain, par exemple, et ça peut être fait dans votre rituel de fin de journée, préparez votre journée du lendemain, histoire que quand vous arrivez à la fin chez vous, vous n'ayez plus ça mentalement à faire en tête. Vous l'avez inclus dans votre rituel de fin de travail. Tout ce qui est non urgent et non important, dans tout ce que vous pouvez déceler de choses qui vous encombrent dans la journée ou qui pourraient vous encombrer le lendemain, tout ce qui est non urgent, non important, c'est poubelle. Il faut se décharger de certaines contraintes. Encore faut-il s'en rendre compte. Qu'est-ce qui représente une contrainte? Évidemment, tout ce qui est urgent et important, c'est à faire. À votre avis, tout ce qui est urgent, mais non important, dans tous les cas, ce qui représente moins d'importance pour moi, qu'est-ce que j'en fais? Je crois que c'est là qu'il faut apprendre à déléguer. Alors évidemment, en tant que collaborateur, il s'agira aussi d'apprendre à dire non. C'est peut-être le sujet d'une autre conférence. Mais je pense qu'il y a ce rapport à faire. Il y a des choses que je peux peut-être passer aux collègues, qui peut-être seraient très enclins à accepter d'ailleurs de prendre la charge. C'est possible, je ne sais pas. Évidemment, je ne connais pas votre relation hiérarchique, votre relation professionnelle. Et puis tout ce qui sera important, mais non urgent, il faut que je le planifie, tout simplement. Mais vous voyez, de cette manière-là, on peut peut-être, mais c'est qu'un levier, encore une fois, et en fonction de vos contextes professionnels, vous allez me dire c'est possible, c'est pas possible. Je le sais, ça. Ce n'est qu'une proposition. Et évidemment, quand c'est pas possible, quand je ne peux pas déléguer parce que je suis à un niveau de hiérarchie qui m'empêche de le faire, je délègue pas, évidemment. Mais déjà, planifier, ce sera déjà pas mal. Dans tous les cas, répartissez vos tâches. Ça, je pense que c'est vraiment important. Évidemment, j'ai commencé à vous en parler un petit peu tout à l'heure. Stop à la connectivité. On parle d'infobésité aujourd'hui, par exemple. On parle de la fear of missing out, la peur de manquer une information, la peur de manquer quelque chose. Et ça, que ce soit dans l'information mondiale ou sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on peut s'alléger un peu de ça. Je pense qu'il est important de rapidement revenir à l'essentiel et renouer un peu avec nos petits plaisirs du quotidien. Et je pense qu'il faut gagner du temps pour ça. Et s'il y a bien un espace sur lequel on peut gagner du temps, c'est sur la gestion de nos appareils connectés. Alors effectivement, il existe une technique opérationnelle, la déconnexion flash, et je vous l'ai proposé tout à l'heure, c'est à faire.
hein, vraiment, hein, porter son attention sur un élément neutre, voir quand on peut le faire sur un élément positif, ce qui nous permet de déporter de notre attention et de se mettre en pause quelques instants. Je pense que c'est intéressant. Donc, déconnexion flash, je voulais appeler aussi tout à l'heure pause sensorielle. Il y a aussi une petite technique, mais que je vais vous proposer d'ici quelques minutes là, hein, donc on va se la garder dans un coin. C'est savoir créer du silence mental, mais je ne vais pas plus vous en parler parce que je vais vous la proposer d'ici quelques instants. Et puis la gestion émotionnelle colère aussi, celle dont je vous ai parlé, desserrer les dents, hein, relâcher les épaules, respirer par le ventre, faites baisser ces tensions musculaires qui souvent se matérialisent dans la mâchoire, dans les épaules, dans le ventre. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis pratiquez ça. Vous allez voir que ça a un intérêt vraiment. Et plus vous le ferez, plus vous aurez effectivement des retours positifs là-dessus à titre individuel. Et plus vous aurez envie peut-être de continuer à pratiquer sur une espèce de cercle un peu vertueux. Mais déceler vraiment les moments où ça vaut le coup de le faire, les moments où c'est possible de le faire pour pratiquer ce genre de petits outils tellement simples, tellement évidents et pourtant tellement pratiques, tellement discrets, tellement efficaces surtout, qui peut être utilisé en tout lieu, en toutes circonstances. Et puis surtout aussi se rappeler que quand on est en colère, c'est se dire qu'on ne détient qu'une partie de la vérité, on ne détient qu'un angle de vue, mais l'autre, il a aussi cet angle de vue. Quand on est en colère, c'est qu'on ne voit le problème que sous un seul aspect, et puis l'autre en face, il le voit sous un autre. Et je crois que la gestion des conflits, ça passe aussi par la capacité qu'on a de se décentrer de cette vision des choses pour venir ce qu'on appelle en position méta, c'est en position neutre. Ici, dans cette position très neutre, pour ne surtout pas dire l'autre a raison, c'est pas ça. C'est ce qu'on appelle l'assertivité. C'est se dire l'autre a ses raisons. Il n'a pas raison, il a ses raisons. Et à partir du moment où je suis capable de me placer sous cet angle de vue, ce qui ne me fait absolument pas dire j'ai tort ou j'ai raison, mais c'est surtout me faire dire que j'ai mes raisons et que l'autre a ses raisons, ce qu'on appelle la règle du 50-50. Dans cette position-là, quand on est capable de faire ça, parce que notre ego nous le permet aussi, et tout simplement, ça apaise un peu la tension. Ça me permet aussi de m'observer d'ailleurs là. Disons, je comprends bien qu'il n'ait pas trop envie de m'écouter. J'ai une bonne tête de vainqueur là. Là, je suis capable de le voir. Je parle vite, je parle fort, je suis agressif. Bon, certes, lui aussi, mais moi, je l'alimente. Et vous voyez, je crois que c'est un peu intéressant de se mettre dans cette position neutre de temps en temps. Ça nécessite de la pratique, je vous l'accorde. Ça nécessite beaucoup d'ego. Mais quand on est capable de le faire, souvent, ça désactive un peu ces mécanismes-là. Colère, etc. Donc, du coup, pour résumer, en gestion du stress, je vous ai dit qu'en stratégie, il y avait possibilité, quand on était capable de repérer l'agent stresseur, ça va être de l'enlever ou alors de s'en soustraire. Ça va être aussi de changer notre perception qu'on a du stress. Et par exemple, en utilisant ce changement d'angle de vue, par exemple, sur une relation conflictuelle. Ça va être aussi contrôler les conséquences du stress. Et je vous l'ai dit, ça peut passer par la respiration, ça peut passer aussi par la relaxation et l'apaisement des tensions musculaires. Et d'ailleurs, on va pratiquer quelque chose là tout de suite, dans quelques instants. Mais il y a quelque chose aussi, je crois qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect communication. L'aspect communication, c'est recevoir un appui social. On dit souvent qu'une émotion négative, quand elle est verbalisée dans son ressenti, elle est divisée par deux. Une émotion positive, dans son ressenti, quand elle est verbalisée, elle est multipliée par deux. Donc, je crois vraiment que la communication, aller chercher un soutien, le Jean-Pierre Foucault dirait l'appel à un ami, je crois que ça reste quand même aussi une super stratégie pour s'alléger de certains poids, si tant est qu'on ne refile pas le poids aux autres, évidemment. Pour ça, le psychologue, il est là, évidemment, pour recevoir vos poids sans pour autant les récupérer. Mais je crois que c'est important de conserver à l'esprit ça, c'est que l'écoute, une cellule d'écoute, qu'elle soit bienveillante, amicale, familiale ou thérapeutique, ça reste quand même aussi une super stratégie. Et moi, je veux me désengager de cette partie-là. Moi, je suis plutôt un coach, un préparateur mental, vous l'appelez comme vous voulez. Je ne suis pas un psychologue. Moi, je suis plutôt là pour vous apprendre comment vous pouvez faire des choses de vous-même. Voilà, et d'ailleurs, c'est ce qu'on va pratiquer. C'est ce qu'on va pratiquer tout de suite. Écoutez, pendant 5-10 minutes à peu près, 10 minutes de respiration, relaxation, si vous le voulez bien, pour finir cette petite conférence sur une note un peu positive et peut-être un aspect un peu bien-être.
Et puis, si vous le voulez, et c'est évidemment pas obligé, mais je vous invite à le pratiquer, ça reste assez sympa. Je vous invite à simplement vous installer confortablement. Prendre une grande inspiration. Et sur l'expiration, laissez vos yeux se fermer. Laissez vos yeux se fermer, vous installer dans vos yeux fermés pendant une dizaine de minutes. Vous installez dans vos épaules. Vous installez dans votre bassin, dans vos pieds posés au sol. Vous installez très intimement dans votre respiration, en prenant bien conscience de vos rythmes, volumes respiratoires. Peut-être en relâchant déjà un peu le ventre, pour laisser un peu de la liberté à votre corps de respirer. En prenant conscience également de l'air qui circule à la base de votre nez, même si vous portez un masque. Pour remarquer que cet air qui circule à la base du nez est frais, agréablement frais. D'ailleurs, si vous êtes un peu joueur, un peu créatif, vous pouvez attribuer une couleur à cet air frais. Et je vais vous inviter à inspirer dans le nez la couleur et l'odeur de cet air frais. Sur une prochaine inspiration, inspirez jusque dans la gorge l'odeur, la couleur de cet air frais. Inspirez peut-être jusque dans le ventre l'odeur et la couleur de cet air frais. Puis prendre conscience également du sommet de votre crâne, votre front, juste pour noter, sans forcément la faire changer, s'il y a des zones de tension, de crispation, ou si au contraire le front est lisse. Notez la position de vos paupières, vos sourcils, l'espace entre vos deux yeux. Et progressivement, laissez cet espace s'agrandir à mesure que vous relâchez les sourcils. Laissez les joues devenir un peu plus souples et plus élastiques. Peut-être même autoriser vos dents à se desserrer, la mâchoire à se décontracter, la langue à se reposer. La langue, l'organe qui est capable de fabriquer de la parole. Pour remarquer d'ailleurs, et je vous invite à jouer à ce petit jeu si vous le voulez, que si vous portez toute votre attention sur le relâchement des muscles de la langue, il devient de plus en plus difficile de se prononcer des phrases complètes dans votre tête. Si vous portez toute votre attention sur le relâchement des muscles de la langue, dans votre espace mental, il devient de plus en plus difficile de faire s'enchaîner les mots. Si vous portez toute votre attention sur le relâchement des muscles de la langue, les mots s'espacent et vous installez du blanc. Portez toute votre attention sur le relâchement des muscles de la langue et vous installez du silence mental. Et je vous invite à en profiter quelques instants.
Autorisez vos épaules à se décontracter. Peut-être en posant une forme de lourdeur dans vos épaules. Ou peut-être une forme de légèreté. Les épaules se relâchent, s'apaisent. Les fibres musculaires des bras se décontractent jusqu'au bout des doigts. Parfois, lorsque la détente s'installe, si on est attentif, on peut ressentir de la chaleur à l'intérieur des mains. Des mains de plus en plus chaudes et confortablement chaudes. Soyez curieux de ressentir votre dos qui se décontracte et peut-être qui prend plus de place à mesure qu'il se relâche. Peut-être plus de contact avec le dossier de la chaise, comme s'il s'étalait, comme une flaque d'eau. Votre dos se décontracte. Peut-être juste en laissant ce qu'il faut d'activité musculaire dans les cervicales pour garder votre position assise. Laissez tout votre dos se détendre, là où ça peut être utile pour lui. Et à mesure que vous vous détendez, peut-être, c'est peut-être un peu plus d'installation dans votre bassin, plus d'équilibre, plus d'ancrage. Relâchez les muscles fessiers. Et lorsque la détente glisse et s'installe dans les jambes, les cuisses deviennent un peu plus souples et malléables, un peu comme de la pâte à modeler. Et la détente s'installe jusque dans les pieds, peut-être avec une agréable sensation de lourdeur dans les pieds, comme si on portait des chaussures à semelles de plomb, à mesure qu'on continue de s'installer dans la détente physique, mentale. Votre corps qui s'installe dans votre bulle de détente, votre bulle de sécurité, de confiance peut-être, de liberté. Une bulle dans laquelle maintenant vous êtes libre de faire venir des paysages agréables, des couleurs, des souvenirs agréables. Des sons, du bien-être, de la confiance. Et profitez-en quelques instants. Un moment pour vous recharger en énergie. Refaire le plein de bien-être, de calme, mais aussi de dynamisme qui vous sera utile pour terminer ce que vous avez à faire aujourd'hui dans les meilleures conditions possibles. Cette énergie, commencez à la placer dans vos doigts pour envisager progressivement de terminer ce que vous êtes en train de faire et de terminer cette séance. Dans vos mains, en tournant les poignets. Dans vos épaules, que vous pouvez mobiliser progressivement. Dans votre respiration, qui pourra être maintenant un peu plus fraîche, plus dynamique. Pour terminer ce que vous êtes en train de faire, vous réinstaller un peu plus dans une posture dynamique, avec plein d'énergie, d'intention. Et je vous laisse terminer ce que vous êtes en train de faire, prêt à terminer cette séance et progressivement cette conférence, mais on va rester tout le temps qui convient. Il y en a qui sont en train de nous quitter déjà et bravo, merci à tout le monde, merci de nous avoir suivis. Merci. Réinstallez-vous tranquillement et puis
On va simplement déjà, dans un premier temps, débriefer de ce que je vous ai proposé en séance pour que vous puissiez retenir quelques petits outils supplémentaires, parce que j'en ai mis quelques-uns, j'en ai pas mal déjà, sauf que j'ai tout contracté dans une seule séance. Je vous ai proposé déjà une prise de conscience de votre respiration, qui est plutôt sympa, dans un objectif de recentrage, avec notamment la visualisation du trajet de l'air frais, c'est plutôt agréable. Surtout frais pour vous qui êtes en France. Moi, en ce moment, je vous fais cette visio de la Réunion, voilà, donc du sud de Réunion. Je ne suis pas en Réunion, hein, je suis voilà, à la Réunion. Voilà, donc moi, c'est vrai que respiration air frais, en ce moment, c'est un peu plus difficile pour moi si je sors. Donc, j'irai chercher autre chose dehors. Voilà, c'était juste pour… Voilà, on passe ce détail-là. Et puis ensuite, je vous ai proposé simplement l'installation de la détente de la tête aux pieds avec les muscles qui se relâchent. Et puis peut-être des fois aussi une forme de lourdeur agréable à mesure que la détente s'installe. Et tout simplement à la fin, travailler aussi sur un aspect mental un peu sympa, un paysage, des couleurs, des souvenirs. Et petit bonus en milieu de séance, si vous l'avez testé, on n'est pas tous réceptifs à ça, mais c'est une proposition que je vous ai faite. C'est l'installation dans le silence mental avec le relâchement des muscles de la langue et la focalisation de l'attention sur les muscles de la langue qui permet de couper le dialogue interne qui, des fois, est un dialogue interne négatif. Donc, écoutez, voilà pour toutes ces informations. Et ouais, bah, écoutez, ce serait avec plaisir. Je suis en train de travailler, hein, faut pas croire. Je ne suis pas là pour les vacances, mais bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Dans tous les cas, voilà, j'ai pris du plaisir à vous partager un petit peu ma culture, qui n'est qu'une culture et qu'un point de vue. Il faut être bien d'accord. Et effectivement, j'ai noté dans la ligne de chat que oui, peut-être que dans la culture bouddhiste, il est possible qu'ils aient un tel niveau d'entraînement, de croyance, de ce que vous voulez, que peut-être ça vient contredire ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'aspect prise de contrôle mécanique du rythme cardiaque. Mais a priori, le système nerveux et le cerveau est fait, et ça, il faut que vous le compreniez que moi, j'ai une culture occidentale, et notre cerveau est fait, dans tous les cas neurologiquement, pour ne pas pouvoir mécaniquement avoir une influence directe sur le cœur. Maintenant, je comprends que dans certaines cultures, dans certaines croyances, dans certaines médecines qui ne sont pas nos médecines à nous, mais des médecines plus traditionnelles, des médecines plus orientales, qu'on puisse concevoir ça autrement. Et oui, je l'admets, vraiment. Hein. Donc, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est pas la vérité, c'est ma vérité. Et s'il y a quelque chose qui a pu faire écho chez vous pendant 1h15 là qu'on a passé ensemble, eh ben, tant mieux. Dans tous les cas, tout ce que je peux vous souhaiter, et avant de répondre au maximum à vos questions, c'est maintenant de prendre bien soin de vous et puis ben, voilà, de faire attention un peu à vous au quotidien. Voilà, merci en tout cas. Arthur, je te laisse la main. Ouais, merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup. On a quelques minutes là. Si vous voulez poser des questions à Sébastien, n'hésitez pas. Avec plaisir. Moi, j'ai noté quelques petits commentaires, un peu de bonnes pratiques que partageaient les participants. Alors, tu vois, il y en a qui parlaient de l'application de méditation Petit Bambou. Donc, je pense que ça, il y en a pas mal qui la connaissent pour les exercices de respiration, de relaxation. Le journal de gratitude. Les montres connectées qui permettent parfois de faire des exercices de respiration. Donc aujourd'hui, on a effectivement des outils qui nous permettent de mettre en œuvre un peu les différents conseils que tu as donnés. Sinon, j'ai pas forcément lu de questions, donc dites-nous, prenez un petit peu de temps. N'hésitez pas, ouais, si vous avez des questions. Ouais. On est encore avec vous pour quelques temps. Effectivement, Sébastien est à La Réunion et moi, je suis à Paris, donc c'est un peu moins funky, mais… Ouais. Tu as vu que je commence à bronzer un peu. Ça y est, je sens qu'il y a eu du boulot. Ça aussi, alors j'en profite parce que tant qu'à faire, et avant qu'il y ait peut-être une ou deux questions, mais je crois vraiment qu'on a 2 alliés santé dans la vie, vraiment. Mais j'y crois, mais à 2000%, qui sont gratuits, en tout cas pour l'instant. Et puis qu'on peut amener à peu près partout avec soi. Alors, c'est pas moins vrai, malheureusement, en France, c'est la respiration. Ça, c'est un premier point. Mais c'est aussi le soleil. Le soleil, c'est quand même un sacré allié gestion du stress. Ouais. Sur le plan hormonal, il permet de produire des hormones de gestion du stress naturelles, et notamment la sérotonine. Il permet aussi de fabriquer une vitamine qu'on appelle la vitamine D, qui est une hormone de contrôle de nos humeurs. Je crois que le soleil, l'exposition au soleil, c'est vraiment hyper intéressant, et j'en parle aussi, tu le sais très bien Arthur, dans la formation sommeil. C'est aussi un moyen de caler nos horloges biologiques et donc d'avoir une alternance régulière entre veille et sommeil
qui permet aussi de garantir l'efficacité de notre stabilité émotionnelle. Donc, je crois vraiment que le soleil, comme la respiration, c'est aujourd'hui les 2 trucs qu'on nous laisse gratuits. J'espère que ça ne va pas changer et il faut en profiter. À mort, il faut en profiter de fou. Voilà, vraiment. Ouais, tu en avais parlé, je pense, mais même la dernière fois avec Groupama sur la formation sommeil, notamment pour les personnes qui sont en horaire de nuit. Oui, ça a un impact. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, absolument. Ouais. Et on n'a pas trop de pouvoir sur le soleil, effectivement, Xavier, mais le fait de prendre aussi l'air, voilà, il y a des régions. Alors pour la luminothérapie, merci Anaïs de rebondir dessus, c'est cool. La luminothérapie, et là encore une fois, c'est ce que je crois moi, c'est peut-être pas la vérité, mais je crois que c'est assez récent et donc du coup on manque de recul. Vous savez qu'en général, les grandes technologies, il faut au moins une trentaine d'années d'expérience pour savoir ce qui fonctionne ou pas. La luminothérapie, ça agit pas sur un paramètre hormonal sur le bien-être, ça agit sur un paramètre hormonal sur le calage des horloges biologiques, c'est-à-dire cette alternance régulière de nos rythmes biologiques qui peut être perturbée quand on est, par exemple, en période hivernale. On parle de dépression saisonnière, mais par contre, la luminothérapie ne permet pas de synthétiser la vitamine D, par exemple. Ça se peut pas. Donc, c'est un bon complément. Mais je crois que ça ne permet pas directement d'impliquer les hormones du bien-être, mais plutôt les cycles biologiques qui agissent d'une manière alternative, comme ça, veille-sommeil, pour fabriquer justement ces hormones, et notamment la sérotonine, parce que c'est à partir de la sérotonine que se fabrique notre stock de mélatonine, qui est aussi notre hormone d'endormissement. Donc, je crois que ça sert surtout à ça, la luminothérapie. C'est à conserver cette activité un peu quotidienne, et ça peut influencer indirectement sur nos humeurs, oui, effectivement. Ok. Il y a Florence aussi qui parle du site passeportsanté.net que je ne connaissais pas forcément, mais visiblement il y a pas mal d'exercices relax et sophro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, merci Florence pour le partage. Avant que tout le monde parte, comme d'habitude, le rituel Goalmap, c'est le petit questionnaire de satisfaction. Donc si vous avez une petite minute, dites-nous ce que vous avez pensé. Là, l'envoyer. Ouais, nickel, merci Sébastien. J'ai été plus vite que toi, tu vois. Merci Sébastien. Et puis peut-être qu'on reste encore un peu quelques minutes si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques sur vos situations personnelles, n'hésitez pas. Sachant que vous recevrez le replay qui sera accessible pendant 7 jours, et vous recevrez les slides de la présentation de Sébastien aussi. Donc si vous avez raté un petit moment, n'hésitez pas. Aurélie te remercie, Sébastien, elle te dit que c'était génial. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Alors, mes coordonnées, je pense que le plus simple, c'est que je vous laisse mes coordonnées pro et tout simplement mon site internet. Et comme ça, vous pourrez me contacter par mail, où il y a mon numéro de téléphone qui apparaît aussi. Donc, vous avez mon site internet qui apparaît ici. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter via mon site internet, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Mais je pense qu'on est à peu près bon, sauf si quelqu'un a une dernière petite question, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Merci pour les retours, c'est cool. Pour Goalmap, le site est bloqué par Computer Center. Stéphane, je ne suis pas sûr de comprendre, mais n'hésitez pas à m'envoyer un email. Pareil, je mets mon email si besoin. J'envoie Florence, j'envoie le soleil, ne vous inquiétez pas. Tu restes jusqu'à quand là-bas, Sébastien? Je reste jusqu'à, mais j'y retourne très souvent, tu le sais. J'y reste jusqu'à dimanche de la semaine prochaine. Okay. Encore 10 jours là. Voilà. Ouais. Top. Et j'y retournerai 3 semaines en janvier et puis encore un petit peu plus tard. Voilà. C'est ta deuxième maison? J'y suis assez souvent. Quasiment. Bon, mais merci encore Sébastien, merci à tout le monde d'avoir participé. On était quasiment une centaine, donc c'est toujours un plaisir ces webinaires pour GAN, pour Groupama. Il y aura de futures sessions, effectivement. On n'a pas encore tout à fait validé les sujets de 2022, mais c'est en cours avec l'équipe Groupama. Donc voilà, vous inquiétez pas, vous recevrez les différentes communications, vous serez tenus au courant, et puis nous, on vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Je pense que vous aurez le plaisir de retrouver Sébastien aussi, puisque Sébastien couvre des sujets de gestion du stress, de sommeil, de préparation mentale, etc. Et c'est des sujets, nous, qui nous intéressent particulièrement et qui ont beaucoup de succès auprès des clients ou des salariés de nos clients. Donc, c'est toujours un régal. Merci encore, Sébastien.
Passez une bonne Merci. journée, Merci peut-être un bon beaucoup. appétit si vous êtes en pause déjeuner. Profitez-en pour un moment de relaxation. Et puis, on vous dit à très vite. Merci Au pour vos revoir tout le retours. monde. Franchement, ça me touche beaucoup. C'est super sympa, mais Ouais. faites-en quelque chose de ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Faites-en quelque chose, vraiment. Et là, je serai content. Voilà. Donc, merci en tout cas. Merci à tout le monde. Vraiment, Allez, c'est au revoir cool. tout le monde. À bientôt. Sébastien, merci beaucoup. Merci. Salut. Merci Arthur. Merci. Ciao tout le monde.